Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinécure. Tous les premiers mercredis du mois, je vous propose 4 films sans limite de genre ni d'époque, à la seule condition qu'ils soient visibles en VOD ou streaming. Ce mois-ci, j'ai décidé d'explorer un genre de film qui, une fois n'est pas coutume, va allier ma passion pour le cinéma et ce qui a été, pendant un temps du moins, mes études, le droit. Je vous rassure, on ne va pas se faire de film institutionnel sur le monde fabuleux des juristes, c'est un monde que je connais un peu, et je pense qu'on sortirait tous de là en ouvrant le gaz. On va plutôt se concentrer sur ce type de film particulier et qui a très certainement su capter mon intérêt à l'époque où, fasciné et certainement ivre, je décidais de devenir avocat international. Je parle bien entendu du film de procès. De 12 hommes en colère de Sidney Lumet à L'Associé du diable de Taylor Hackford, en passant par Des hommes d'honneur de Rob Reiner, le film de procès est un classique, très présent d'ailleurs au cinéma américain, de par le rapport relativement procédurier qu'ils ont à leur père et à leurs institutions, j'imagine. Mais ce qui m'intéresse, comme toujours, et si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, c'est bien sûr de détourner le thème que je me suis fixé. J'ai cité 3 films de procès très connus un peu plus haut, qui auraient d'ailleurs pu faire partie de ma sélection s'ils n'avaient pas été tous les 3 des grands classiques, qui démontrent bien que chaque film de procès n'est pas toujours là pour parler de justice. Bien sûr, ces films parlent de justice dans le sens où, de facto, la toile de fond est en général une salle d'audience où justice doit être rendue. Mais ce sont des films qui vont explorer d'autres thèmes. Le vivre ensemble pour 12 hommes en colère, l'ambition pour l'avocat du diable et le bizutage comme mode de fonctionnement structurel de l'armée pour Des hommes d'honneur. Et c'est ce qui est intéressant toujours dans ces sélections mensuelles que je vous prépare, c'est justement de m'accrocher à un fil rouge, mais d'aller piocher des films qui n'ont foncièrement que peu de choses en commun pour élargir nos horizons. J'en avais plusieurs en tête, malheureusement pour la plupart introuvables en streaming ou VOD. Je pense à Compulsion de Richard Fleischer, cinéaste très sous-coté, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, mais aussi et bien sûr à La Vérité de Henri-Georges Clouzot, sur lequel j'ai pu développer en profondeur lors de la première mini-série Cinessentiel l'année dernière. Erin Brockovich de Soderbergh, autre classique qui étudie minutieusement plus que la salle d'audience, le travail de gratte-papier qui se cache souvent derrière une belle plaidoirie. Si on rajoute à ça 2 de mes préférés, de, vous l'aurez bien sûr deviné, Costa Gavras, à savoir L'Aveu, où il étudie les travers du régime communiste, et Section spéciale, où il s'intéresse au régime de Vichy et à ses petits arrangements pour rassurer l'envahisseur allemand, on a une belle brochette de films dont je ne vous parlerai pour le moment en tout cas pas. Préparez-vous bien parce qu'on va aller explorer l'Argentine dans les années 80, au temps de la réconciliation et des règlements de compte, pour ensuite filer aux États-Unis avec un film qui a marqué la censure. Toujours aux États-Unis, on parlera d'une comédie qui explorera les travers du système judiciaire pas toujours très fiable, et enfin, retour au bercail avec un film français de 1942 qui a su parler à une population occupée, envahie, bafouée, mais pas dupe. Contactez votre avocat ou votre avocate, l'audience va commencer. Argentina 1985 de Santiago Mitre, durée 2h20. Après la dictature, les militaires de la junte font tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas être traduits devant un tribunal populaire. C'est sans compter sur le nouveau gouvernement qui, lassé des provocations de l'ancien pouvoir, charge le procureur Stracera d'amener devant un tribunal les dirigeants militaires qui ont commandité les disparitions de milliers d'Argentins dans leur lutte aveugle contre l'insurrection. Dans le sous-genre qu'est le film de procès, il y a un courant assez classique, en général porté par des films européens, mais pas seulement, qui aborde des faits historiques. C'est notamment une façon de parler du régime nazi, mais pas uniquement, puisqu'on peut aussi trouver de l'autre côté de l'Atlantique un film comme JFK d'Oliver Stone. J'avais bien envie de trouver un film de ce genre, et je voulais si possible parler d'une histoire à la fois lointaine et proche de nous. C'est comme ça que j'ai découvert l'existence d'Argentina 1985. C'est une production Amazon exclusive, donc a priori pas un film très réussi. Il suffit de voir le reste du catalogue des productions Amazon pour comprendre qu'on est loin d'un carton plein niveau qualité, donc je ne partais pas vraiment serein. Alors, tout n'est effectivement pas parfait, mais le film a vraiment un certain nombre de qualités qu'on ne peut pas lui nier, à commencer par sa très belle photographie, qui est l'œuvre de Javier Julia, un directeur photo expérimenté avec lequel Santiago Mitre, le réalisateur, a collaboré sur 2 autres projets. Pour Argentina 1985, il a su trouver une lumière spécifique pour les nombreuses scènes à l'intérieur du palais de justice, dans les bureaux, dans les couloirs, etc. Des images qui résonnent bien avec celles des fausses archives télé recréées pour l'occasion et qui sont souvent saisissantes.
Javier Julia, c'est aussi le directeur photo d'un autre grand film argentin relativement récent dont vous aurez peut-être entendu parler, intitulé Les Nouveaux Sauvages, Relatos Salvajes dans son titre original. Un film à sketch qui dépeint la société argentine moderne dans tout ce qu'elle a de travers et de vices, avec un humour grinçant et des personnages tantôt attachants, tantôt détestables. Un grand succès à l'international que je vous conseille urgemment de découvrir et, incidemment, dans Relatos Salvajes, on trouve aussi Ricardo Darín, dont je vous avais aussi parlé pour El secreto de sus ojos, autre film où il était question de procès. À croire que cet acteur doit, par décret, apparaître dans tous les grands succès argentins. La Fiscalía tiene el uso de la palabra. La comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. El cuadro de violencia era imperante en el país, cuando 3 de los hoy procesados decidieron, una vez más, en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder, despreciando la voluntad popular. ¿Y cuál fue la respuesta luego de este golpe que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva? Para calificarla, señores jueces, me bastan 3 palabras: feroz, clandestina y cobarde. Il est accompagné ici par une bande de jeunes tous plus réjouissants les uns que les autres, et mené paisiblement par un Darín que rien ne semble pouvoir ébranler. Mais ne vous fiez pas à cet air bonhomme, parce que c'est bien Darín qui constitue tout l'attrait de ce film à la valeur historique unique. Tout tourne autour de lui et du procureur charismatique qu'il incarne avec brio. Si le procès aux généraux qui ont manigancé et mis à exécution ce qui dans le film est qualifié de génocide, si le procès, disais-je, s'est bâti autour de la personnalité du procureur Stracera, le film s'est lui tout naturellement construit autour de la figure de Darín qui va dérouler tranquillement sa partition pour aboutir en feu d'artifice à la plaidoirie qui porte toute l'émotion d'un pays qui réclame justice. Et c'est bien là que l'intérêt d'Argentina 1985 réside, dans sa valeur idéologique et dans le fait qu'un pays, après une dictature, a décidé de se dresser contre ses bourreaux et de les mettre face à leurs responsabilités, de les confronter aux victimes de leur violence. Je pense que ce récit-là est aujourd'hui, dans le climat que nous connaissons et que nous subissons, important. Et si le film n'apporte peut-être pas la finitude qu'on espérait, je vous laisse seul juge de ça, vous me direz ce que vous en avez pensé en me contactant sur Instagram par exemple, on peut quand même en retirer une certaine satisfaction. Alors si vous aimez l'Amérique du Sud et son histoire politique complexe, intimement liée au putsch militaire et à l'interventionnisme américain, les prestations de Ricardo Darín et le sentiment de vengeance sereine, alors Argentina 1985 vous plaira. Il est disponible en streaming sur Prime Video. En 2022, on pouvait voir dans les salles obscures françaises The Batman de Matt Reeves, Novembre de Cédric Jiménez et Top Gun Maverick de Joseph Kosinski. Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger durait 2h41. Paul Bigler est l'ancien procureur d'une station balnéaire qui a été poussé vers la sortie après 10 ans de bons et loyaux services par un homme plus jeune. Depuis qu'il s'est installé comme avocat, il passe ses journées partagées entre la pêche et le jazz. Jusqu'au jour où Parnell McCarthy, un autre avocat retraité et alcoolique, le pousse à accepter une affaire de viol et de meurtre. Propulsé dans cette histoire sordide, Bigler va devoir démêler le vrai du faux et tout tenter pour gagner le procès face au jeune procureur et à son supérieur venu de Detroit. Je suis très heureux de pouvoir vous parler pour la première fois d'un réalisateur qui a marqué très fortement la fin des années 50 et le début des années 60 de son empreinte. Notamment, mais pas seulement, en s'associant avec le graphiste Saul Bass, qui a réalisé la plupart des affiches de ses films sortis à ce moment-là, avec une iconographie devenue depuis culte. Je pense bien entendu à celle d'Autopsie d'un meurtre, justement, mais aussi à celle de L'Homme au bras d'or ou encore à celle d'Exodus. Né en Ukraine et arrivé aux États-Unis en 1936, pour les raisons qu'on imagine, Preminger s'est vite imposé à Hollywood comme un réalisateur et producteur indépendant, ce qui est suffisamment rare pour être signalé. Il a d'abord beaucoup œuvré dans le genre du film noir, je vous recommande d'ailleurs vivement Where the Sidewalk Ends, titre français Mark Dixon Détective, sorti en 1950. Preminger revient un peu à ses premières amours avec Autopsie d'un meurtre, puisque son père était procureur et qu'il se destinait lui-même à une carrière juridique avant de tomber amoureux du théâtre. D'ailleurs, plus que l'autopsie d'un meurtre, c'est celle du système judiciaire américain qui va être faite au travers d'une affaire de mœurs ayant tourné à l'homicide. Et c'est justement cette exploration du système, son observation, qui fait toute la
la particularité du film, sa richesse et son intérêt. Au centre de cette intrigue, Paul Bigler, interprété par un Jimmy Stewart en grande forme. Je vous avais déjà dit tout mon amour pour cet acteur dans l'épisode 13 de la saison 1 de Cinécure, lorsque je vous avais parlé de Winchester 73. Exceptionnel comme toujours, il est notre porte d'entrée dans ce monde judiciaire étrange, dans lequel il va aller puiser, lui qui apparaît pourtant brisé, fatigué et un peu à la dérive au début du film, une énergie nouvelle. Et c'est d'ailleurs là toute l'ambiguïté de ce film qui, à aucun moment, ne semble se soucier de la vérité. Peu importe qui a tué, violé, bafoué la loi, ce qui importe c'est, malgré tout ce qu'en dit le personnage de Stewart, le débat, l'amour des mots et la volonté d'écraser l'autre par sa verve et son talent pour la joute verbale. Objection. No evidence has been introduced to make Mrs. Mannion's appearance relevant to this case. Oh, well, no evidence has been introduced to make Barney Quill's appearance relevant, but you didn't object to the question then. Is that because you know that Barney Quill bathed and changed and cooled off after he raped and beat hell out of this poor woman? Your Honor, everybody in this court is being tried except Frederick Mannion. I must protest... Now listen, this is a cross-examination of a murder case. It's not a high school debate. What are you and Dancer trying to do, railroad this soldier into the clink? Ainsi, le film se laisse lire sur plusieurs niveaux, comme souvent avec les chefs-d'œuvre, et laisse entrevoir plusieurs choses. D'abord, que cette justice rendue par des hommes contre d'autres hommes est décidément une affaire séculaire qui trouve résonance avec les affaires actuelles, voire même les films récemment sortis. Je veux parler bien entendu du multi-césarisé La Nuit du 12 de Dominique Moll, qui étudie précisément cette incongruité du système. Ici, on trouve une population un peu bébête qui rigole quand on prononce le terme culotte dans une salle de tribunal, alors qu'une victime de viol est assise au premier rang. On s'emporte pour essayer de comprendre si un mari jaloux a eu tort de tuer le violeur, mais on ne semble pas s'émouvoir outre mesure du destin tragique de la vraie victime, qui pourtant décrit un quotidien bien morne. Peu importe si son mari la bat ou pas, si cela est déjà arrivé par le passé avec un autre mari, elle est séduisante et divorcée, quel poids peut bien avoir sa parole? Puis il y a bien sûr le rapport entre Stewart et George C. Scott, décidément un acteur habitué de ce podcast, puisque je vous ai parlé de lui pas plus tard que le mois dernier pour Patton, et dans l'épisode 11 de la saison 1 pour Les flics ne dorment pas la nuit, de Richard Fleischer. Fantastique dans le rôle du nouveau procureur, celui qui a chassé Stewart de son poste et qui va devoir s'affronter à lui dans une bataille d'ego qui, étant donné le contexte, fait rire jaune à tout le moins. Allez, on rajoute la photographie de Sam Leavitt, collaborateur de longue date de Preminger, qui nous sert un noir et blanc particulièrement beau, la musique de Duke Ellington, qui apparaît d'ailleurs le temps d'un 4 mains avec Stewart, dans une métaphore liant les improvisations du jazz avec la musicalité orale du procès, et un casting impeccable, et vous avez un très grand film. Si vous aimez la joute verbale, les niveaux de lecture multiples et les grands acteurs, vous devez découvrir Autopsie d'un meurtre. Il est disponible sur la Cinétech pour la somme de 2,99 €. En 1959, en France, on pouvait aller voir au cinéma La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, Marie-Octobre de Julien Duvivier et Rio Bravo de Howard Hawks. My Cousin Vinny, titre français Mon cousin Vinny de Jonathan Lean, durée 2 heures. Alors qu'ils traversent le pays pour rejoindre Los Angeles, 2 étudiants new-yorkais sont accusés à tort du meurtre d'un caissier d'une supérette. Ils font appel à Vinny, le cousin grande gueule et fraîchement diplômé du barreau après 6 essais infructueux, et dont c'est le premier procès, pour les défendre. Commence alors une procédure dans laquelle Vinny va devoir apprendre sur le tas comment fonctionne réellement le système judiciaire. Alors au moment de réunir des films qui parlent justement de système judiciaire, j'ai longtemps hésité à mentionner celui-ci qui est une comédie des années 90. Entre les blagues un peu potaches du début du film sur la sexualité en prison, la relation entre Marisa Tomei, 28 ans au moment où le film sort, et Joe Pesci, de 21 ans son aîné, et une série d'acteurs vraiment pas terribles, ça faisait une ardoise un peu lourde pour une comédie qui au fond n'était peut-être pas aussi intéressante que ça. Sauf qu'il y a quelque chose d'assez magnétique qui mène le film. Cette relation gênante, aujourd'hui en tout cas, par exemple, entre Pesci et Tomei, qui est justement celle qui porte le film et que, s'il n'était pas lié romantiquement dans l'histoire, j'aurais adoré voir décliner sur la longueur, un peu dans la tradition des couples enquêteurs qui ont fait les beaux jours du whodunit, même à la française. Il faut dire que ces deux-là ont vraiment l'air de s'amuser à jouer ensemble les citadins débarqués dans la campagne et qui découvrent non seulement une population à laquelle ils ne sont pas habitués, mais aussi des us et coutumes qui leur sont totalement étrangers. Au-delà de ce décalage rigolo, il y a les tenues de Marisa Tomei, bien sûr, son accent new-yorkais à couper au couteau et ses attitudes colériques, j'y reviendrai, mais surtout l'idée que la cour de justice, la salle du tribunal, la salle d'audience, devrait être un égaliseur social, un lieu où toutes les croyances et les provenances sont effacées au profit de la seule valeur de la justice.
Dans ce sens-là, le scénario signé Dale Launer, l'auteur derrière d'autres comédies potages du même genre, comme par exemple Le plus escroc des deux, remplit complètement sa mission puisqu'il présente Vinny, très bien habité par un Joe Pesci qui navigue entre la naïveté et l'orgueil, comme un parfait candidat pour une école de la deuxième chance. Alors c'est vrai que le film n'est pas le plus intelligent ni le plus actuel, mais en le visionnant, je me suis souvenu de ce moment confortable et agréable qu'était 1992, l'année de sa sortie, où on n'avait pas de guerre, pas de problème vraiment très important et où on pouvait, le dimanche soir, s'asseoir devant sa télé et regarder un film simple, efficace, où les enjeux sont clairs et où il n'y a aucune ambiguïté. What's the matter with you? I don't know. You're acting like you're nervous or something. Well, yeah, I am. What are you nervous about? I'm the one that's under the gun here. Trial starts tomorrow. You want to know what I'm nervous about? I'll tell you what I'm nervous about. I am in the dark here with all this legal crap. I have no idea what's going on. All I know is you're screwing up, and I can't help. You lent me a little camera, didn't you? Oh, Vinny, I'm watching you go down in flames, and you're bringing me with you, and I can't do anything about it. And? Well, I hate to bring it up because I know you got enough pressure on you already. But we agreed to get married as soon as you won your first case. Meanwhile, 10 years later, my niece, the daughter of my sister, is getting married. My biological clock is ticking like this. And the way this case is going, I ain't never getting married. On pourrait s'arrêter là sur cette petite comédie et se limiter à admirer la capacité des States dans les années 90 à nous vendre de l'Americana dans des films de cinéma populaire, mais ce serait laisser de côté un des aspects les plus surprenants et les plus intéressants aussi, Marisa Tomei. Récompensée en 1993 pour sa prestation hors norme par l'Oscar du meilleur second rôle, elle traverse le film comme une comète qu'on aurait affublée de robes très courtes ou de combinaisons à fleurs et qui ne semblerait absolument pas s'en soucier le moins du monde. Mais surtout un personnage féminin dont malheureusement on n'a pas su tirer plus parti, mais qui notamment, de par la prestation de Tomei, est à mon sens le vrai sujet du film. Elle qui annonce depuis le début un certain nombre de choses sans qu'on l'écoute bien entendu, et qui finira par avoir un rôle primordial dans la stratégie finale de Vinny. Si vous aimez les personnages hauts en couleur, les situations rocambolesques et que vous n'êtes pas insensible aux comédies potages des années 90, alors My Cousin Vinny, mon cousin Vinny en français, est fait pour vous. Il est disponible sur Disney+, en streaming. En 1992, en France, on pouvait voir Basic Instinct de Paul Verhoeven, La Crise de Colin Serrault et Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar. Les Inconnus dans la maison d'Henri Decoing, durée 1h35. Un meurtre a lieu dans la maison de maître Hector Loursa, jadis brillant avocat, aujourd'hui ivrogne notoire. Devant l'insistance de l'accusé à se proclamer innocent et la relation qui semble unir celui-ci à sa fille, le dit Loursa accepte de prendre sa défense. Si vous avez suivi ma mini-série Ciné Essentiel de l'année dernière sur Henri-Georges Clouzot, vous savez à quel point j'aime la période cinéma de l'occupation et particulièrement les œuvres sur lesquelles ce personnage ambigu a été engagé. C'est le cas avec ce magnifique film policier en un sens, particulier en cela que l'enquête n'est pas menée par un policier à proprement parler, ni d'ailleurs véritablement menée tout court, en tout cas pas à la connaissance du spectateur. Il s'agit plutôt d'un film qui parle de la jeunesse et de la lassitude que celle-ci ressent à l'égard de la génération qui la précède. Et aussi de l'incompréhension de cette dernière face aux jeunes, ce groupe un peu indéfini dans lequel on met à peu près tout ce qui nous arrange. Mais c'est aussi et surtout, et c'est bien là la patte de Clouzot scénariste, une violente satire et dénonciation de la cible préférée de Clouzot, la bourgeoisie provinciale. Monsieur le Président, je vous supplie de m'entendre. Voilà 20 ans que je n'avais pas mis les pieds au palais. Si hier matin, j'ai bousculé tous mes placards pour retrouver ma robe, si j'ai repris ma place à ce banc, ce n'est pas pour me laisser arrêter dans ma tâche par de vaines considérations de respectabilité bourgeoise. Je ne cherche pas le scandale, quoi qu'en pense monsieur l'avocat général. Mais je ne l'éviterai pas non plus s'il doit m'aider à faire jaillir la vérité devant vous, mais pas cette vérité bien mise, bien attifée, qui se rend aux invitations formulées dans les règles, la vérité toute nue, qui sort du bain, comme une belle garce qu'elle est, quitte à étabusser un peu autour d'elle. Issu lui-même de ce milieu qu'il a vu tourner le dos à sa famille quand celle-ci s'est trouvée en difficulté financière, Clouzot en avait gardé un certain ressentiment qu'il a régulièrement fait rejaillir dans ses œuvres et Les Inconnus dans la maison en est une illustration parfaite.
Une œuvre cependant trouble, puisqu'en jetant ainsi l'opprobre sur les générations passées et leur inaction pour le bien des générations futures, on donne aussi un peu raison indirectement à ceux qui dirigent la France à ce moment-là. Et justement, ces dirigeants-là, qui sont-ils ? Le film sort en 1942, c'est-à-dire en pleine occupation allemande, et c'est la Continentale, une société que j'avais très certainement évoquée lorsque je vous avais parlé de Quai des Orfèvres de Clouzot, justement, dans l'épisode 5 de la première saison de Cinécure, qui le produit. La Continentale, c'est une société française, mais à capitaux et dirigeants allemands, toute puissante dans cette période trouble et qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma français. Paradoxalement, c'est aussi un haut lieu de résistance où se côtoient artistes et activistes et où de nombreux juifs sous des noms d'emprunt sont employés, comme Roland Manuel qui a fait la musique de ce film, voire même cachés. C'est d'ailleurs ce que décrit le film Laissez-passer dont je vous ai parlé dans l'épisode de mars sur la Seconde Guerre mondiale. Ce film étrange, qui dénonce la petite bourgeoisie, je parle des Inconnus dans la maison, vient alors déranger à la fois les résistants qui voient en lui un film anti-national et l'occupant qui ne veut pas qu'on froisse ceux qui, par la force des choses, sont leurs premiers alliés par leur inaction. En 1943, c'est un autre film qui viendra gêner encore plus Alfred Greven, le dirigeant très médiatique de la Continentale, Le Corbeau, et qui voudra à Clouzot d'être remercié par le dirigeant allemand, lui qui l'avait réalisé. Un autre long métrage viendra enfin accompagner les deux premiers dans cette disgrâce, La vie de plaisir, sorti lui en 1944. Mais revenons-en à nos Inconnus dans la maison et à sa structure étrange. On passe une bonne partie du film flanqué de Rému, monstre sacré du cinéma français, qui a gagné ses galons de star dans les années 30 et une partie des années 40. Il est ici hors norme, absolument fantastique, occupant l'espace par son physique impressionnant déjà, mais aussi bizarrement par son jeu en retrait presque effacé. Il est partout et nulle part en même temps, insaisissable. Puis vient la dernière partie du film et il écrase absolument tout sur son passage avec en point d'orgue une tirade sublime qui m'a définitivement poussé à vous parler de ce film. Si les dialogues sont de Clouzot, revus et assumés par Decoing, c'est bien Rému qui les porte avec un charisme fantastique, lui qui traverse le film un peu comme un vagabond irait à travers champs, en donnant la sensation de ne pas bien maîtriser ce qu'il fait. Quand on connaît les conditions pitoyables de production de ces années-là, c'est encore plus admirable de le voir déambuler pour finalement faire mouche. Si vous aimez les récits nationaux, les personnages qui ont l'air sans avoir l'air et les critiques bien senties à la bourgeoisie, alors Les Inconnus dans la maison est fait pour vous. Il est disponible sur Filmo TV en streaming. En 1942, en France, on pouvait découvrir Les Visiteurs du soir de Marcel Carné, Lettres d'amour de Claude Autant-Lara et L'assassin habite au 21 de Henri-Georges Clouzot. Douralex Sedlex, cet épisode est terminé. S'il vous a plu, je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à le noter 5 étoiles si la plateforme sur laquelle vous l'écoutez le permet. C'est la meilleure manière d'aider le podcast. Je vous rappelle que tous les films conseillés ici sont publiés sur une liste Letterboxd que je vous mets en lien dans la description de l'épisode. Cinécure est un podcast créé, produit et réalisé par moi, Charles-Édouard Wasselin, pour Vaisseau Hypersensas et d'ailleurs, vous pouvez aussi me retrouver sur le Discord du Vaisseau avec un channel entièrement dédié à Cinécure où nous parlons des films traités ici mais aussi de plein d'autres films. N'hésitez pas à nous rejoindre. Enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram où je suis en tant que Charles-Eddy. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cinexplore et en attendant, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao!